Chaque semaine, place au Vendée Globe. On va retrouver dans un instant notre skipper préféré pour ce rendez-vous d'infos, Louis Duc. Mais d'abord, je vous propose de faire le point sur la course avec la navigatrice Clarisse Kremer qui est 11e. Elle a réussi à franchir la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne ce lundi matin. Mais elle n'a pas pu profiter d'un bain de foule en raison de la tempête Herminia avant elle. Noémie Roche pour le point. Elle est arrivée au beau milieu de la tempête. Clarisse Kremer a franchi la ligne avant l'aube. Toute seule au milieu de la nuit, avec personne mais avec la même joie. Un peu moins de 78 jours. Un tour du monde. C'est action quand même. Voilà, je suis toute seule devant les Sables d'Olonne. Privée du bain de foule à cause des conditions climatiques et du chenal impraticable, la skippeuse a dû mettre immédiatement le cap sur La Rochelle pour s'abriter, comme son prédécesseur Benjamin Dutreux, arrivé dimanche. Avant eux, Jérémy Bayou, Paul Mella, Nicolas Lonven, Nicolas Ruillant, Justine Métro et Sam Goodchild avaient franchi la ligne entre vendredi et samedi. Après ce week-end chargé, 23 bateaux restent en lice et remontent l'Atlantique à leur rythme. Gênés eux aussi par la tempête Herminia, Boris Herman et Samantha Davis, à hauteur des Açores, ont choisi d'attendre quelques jours avant d'entrer dans le golfe de Gascogne. C'est hyper frustrant. Et je pense que ces 3 prochains jours vont être très longs. Mode course en pause et mode aventure bien activé. Loin derrière, un groupe de 5 bateaux approche de l'équateur avec une pensée pour la France. On a encore une centaine de milles avant l'équateur. Quand je vois qu'il y a tempête au sable, ben là c'est quand même assez magique. De quoi reprendre des forces avant la course finale. Les derniers concurrents sont attendus fin février au Sables d'Olonne. Voilà, et pendant que les navigateurs arrivent progressivement en Vendée, notre skipper Louis Duc est lui toujours sous un grand soleil. Ce samedi, il était au large du Brésil. On va le retrouver dans un instant, mais d'abord écoutez sa situation à lui qui tranche avec celle des navigatrices qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, vous avez le choix entre des arrivées sous la pluie, en plein froid au Sables d'Olonne, ou des petits passages au Brésil en short t-shirt le long de Fernando de Noronha, qui est un petit paradis sur l'eau. Voilà, et maintenant on vous retrouve comme promis, Louis Duc, sur votre bateau l'IMOCA. Bonjour à vous. Alors d'abord la traditionnelle question, comment ça va? Bonjour, et bienvenue à bord de Facebook Planète Environnement. Tout va bien, tout va bien. Je suis dans la zone du Poteau-Noir. J'ai passé l'équateur cette nuit. Hier, c'était un petit peu dur parce que j'ai passé une journée avec très peu de vent. Donc, c'est assez frustrant de ne pas avancer, surtout quand c'est pas tout à fait prévu. Et donc là, j'ai retrouvé du vent et des grains. Justement, vous avez passé le Poteau Noir, hein, c'est une zone de convergence intertropicale. Elle alimente habituellement les craintes des navigateurs. Comment ça s'est passé pour vous alors? C'est pas encore tout à fait fini puisque je suis rentré dedans tout à l'heure. Je suis encore dedans pendant encore un petit moment. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai des gros grains pluvieux qui m'amènent du vent, donc je suis plutôt assez content. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'arrêt buffet et que ça pourra continuer comme ça. Cette situation est assez perturbée parce que on n'a pas un bel alisé côté Atlantique Sud et donc du coup la zone est un peu plus compliquée que d'habitude. Mais justement, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce passage du Poteau Noir, cette zone de convergence intertropicale. En fait, cette zone-là, c'est un petit peu l'équateur météorologique entre l'alizé amené par l'anticyclone des Açores au nord et l'alizé au sud par l'anticyclone des Bermudes. Et au milieu, il y a une zone de transition entre l'Afrique et l'Amérique et qui se transforme avec des gros grains pluvieux, plus de vent, au moment des grosses rafales. Et plus on est proche de l'Afrique, plus c'est violent, et plus on se rapproche de l'Amérique, et mieux ça se passe sur le papier. Et donc voilà, c'est une zone qui bouge, qui n'est pas figée, entre le 5 Nord et l'équateur. Et puis cette zone-là, il faut arriver à la traverser. Et quelquefois, elle évolue avec toi. Et donc tu te retrouves dans une zone sans vent pendant longtemps. C'était le cas un petit peu à l'aller, et là, elle est plutôt en train de nous amener du vent, donc finalement, c'est pas si mal que ça pour l'instant.
Donc là, c'est la dernière étape difficile pour vous avant l'arrivée? Il y en a encore d'autres, hein, je suis pas inquiet. Alors, on va remonter tout l'Atlantique Nord dans l'Alizé, donc contre l'Alizé. Donc ça va taper, ça va cogner, mais ça devrait avancer correctement. Et après, on va se retrouver au nord de l'anticyclone des Açores, qui est assez sud, pour retrouver les systèmes dépressionnaires. Et vous avez vu que nos camarades un petit peu plus nord sont assez dans la peine, puisqu'il y a des concurrents qui arrivent dans des conditions très difficiles, d'autres qui sont en train d'attendre d'avoir des conditions correctes pour pouvoir passer. Donc nous, on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé à ce moment-là. Et comment vous appréhendez les choses? Comment le moral est bon? Comment vous allez Le moral, il est en fonction des conditions météo. Là, j'ai du vent, donc je suis content. Je risque d'avoir quelques jours pas trop mal et assez rapides, les jours qui vont arriver. Et puis voilà, je ne peux pas imaginer trop vite ce qui se passe, parce qu'on a des prévisions météo qui vont jusqu'à 15 jours, mais souvent elles sont fausses. Donc on se fait des idées en les regardant. Donc pour l'instant, ça se passe au jour le jour, et tant que j'ai du vent, je suis content. Et il y a eu les dauphins aussi qui vous ont remonté le moral, je crois, hier. Exactement, au passage des îles Faro-Neurona, j'étais accompagné d'un petit groupe de dauphins, donc c'était assez sympa aussi de revoir la côte, voir ces endroits paradisiaques, ces endroits où je suis passé assez souvent finalement, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'y arrêter, donc il faudra quand même un jour revenir par là en promenade. Vous pensez déjà à repartir alors que vous n'êtes pas encore arrivé ni même reparti. Après, comme chaque semaine, on va écouter les questions des enfants. Classe de CM1. Est-ce qu'il y a des toilettes sur votre bateau? Avez-vous déjà sauvé un autre skipper en mer? Alors, je répète les questions des enfants, vous les avez entendues? J'ai entendu, est-ce que j'ai des toilettes à bord? C'était Voilà. pas ça la question. Alors, est-ce que vous avez des toilettes à bord? Racontez-nous tout. Alors, il faut imaginer quand on est sur un bateau qui va pencher, si on est sur des toilettes, comment ça se passe? En général, ça se passe pas très bien. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de toilette fixe. Et il faut se débrouiller. Alors, on a un seau, c'est pas hyper glamour, mais on se débrouille comme on peut. Question plus sérieuse, est-ce que vous avez déjà sauvé des gens en mer? Demandent les enfants. Alors, non, ça m'est pas arrivé de sauver des gens en mer. J'ai pas eu cette occasion-là. Bien sûr, si ça s'était produit, j'aurais pas pensé, mais j'aurais pas hésité. Mais j'ai pas eu cette expérience-là. J'ai déjà été moi récupéré. Ça, c'est vrai. Vous avez déjà été sauvé en mer. Racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, vous avez combien de temps devant vous pour que je puisse raconter? Ah, c'est une longue histoire. Vous nous raconterez une prochaine fois. Alors on est à presque 80 jours de navigation. Il vous reste une semaine en mer. Ce n'est peut-être pas encore forcément l'heure du bilan, mais quel est le plus beau souvenir de cette traversée à ce stade? Ouais, j'ai encore une bonne dizaine de jours devant moi avant d'arriver. Moi, j'ai beaucoup apprécié naviguer. Ça cogne un petit peu, je suis désolé. J'ai beaucoup apprécié de naviguer dans les mers du Sud, que je ne connaissais pas. C'est assez impressionnant parce que les systèmes sont assez violents et forcément, le passage du Cap Horn reste la sortie de ces mers-là qui reste un super souvenir. Oui, des navigateurs comme Éric Bellion qui se sont fait une frayeur avec un iceberg près du Cap Horn. Vous avez eu des moments de peur, vous aussi? Ça vous arrive d'avoir peur pendant la traversée? Alors, j'ai pas forcément peur. J'ai des appréhensions de temps en temps. Mais peur, non peur, ça voudrait dire que on s'est mis dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Et on ne sait pas trop comment on va en sortir. Et ça n'a pas forcément été le cas. Par contre, des appréhensions quand on a un coup de vent qui arrive, ne pas avoir de cadre, de bien préparer le bateau, ça il y a eu souvent. Et ça, souvent, c'est des situations bénéfiques puisque ça demande à être hyper concentré. Un mot peut-être sur la victoire de Charlie Dalin et ce nouveau record de traversée, 64 jours, ça laisse admiratif, même un skipper chevronné comme vous? Oh, moi je suis un skipper moins chevronné que, sinon je serais déjà arrivé. Mais bien sûr, non, je suis admiratif devant la prestation de Johan et de Charlie qui ont fait une course exceptionnelle, des bateaux magnifiques, avec des équipes extraordinaires, des bateaux vraiment bien préparés, bien conçus. On voit bien que les bateaux, ils ont beaucoup évolué par rapport à il y a 4 ans. Ils ont fait tous ensemble des boulots de dingue. Et moi, je suis admiratif sur l'ensemble de tout ça. Sur ce qu'ils ont vécu sur l'eau, mais aussi ce qu'ils ont fait en amont pour arriver à faire ça. Et donc, j'espère qu'un jour, je serai capable de faire ça.
Et alors vous, est-ce que vous êtes admiratif de votre parcours? C'est votre premier Vendée Globe, malgré toute la préparation du monde. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Vous savez, moi, c'est un projet que j'ai monté il y a 4 ans, un bateau qu'on a acheté en épave, qu'on a reconstruit. Et donc, arriver à être au départ de ce Vendée Globe, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a 4 ans, c'était pas imaginable. On a réussi à monter tout ce projet. Et là, si j'arrive à boucler ce Vendée Globe en finissant tout ça correctement, je pense que je serai le plus heureux du monde. Donc moi, c'est pour cette participation, moi, c'est ça qui va faire que le projet sera bien mené, bien bouclé, c'est de finir cette course. Et on est tous derrière vous, Louis Duc. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec nous sur France 24. On vous retrouve la semaine prochaine et puis on vous espère avec du soleil. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette tranche d'information. Restez